Bonjour à tous, aujourd'hui on plonge dans une vision de l'histoire africaine qui, on peut le dire, va un peu à contre-courant. On va décortiquer ensemble une théorie assez provocatrice basée sur les documents qu'on a étudiés. L'idée ? Les conflits qu'on voit aujourd'hui en Afrique ne dateraient pas d'hier, mais auraient des racines beaucoup plus profondes. Alors, tout part d'une une question centrale qui va nous guider. Les crises qui secouent l'Afrique, c'est un problème moderne? Est-ce que c'est le résultat de l'histoire récente, disons de la décolonisation? Ou alors est-ce que, comme le suggèrent les sources qu'on analyse, il faut regarder bien plus loin en arrière pour vraiment comprendre ce qui se passe? Eh bien, la réponse qu'on trouve dans ces documents, elle est sans appel. C'est non. Carrément non. Ces conflits ne seraient pas du tout nouveaux. En fait, ils sont décrits comme le réveil, la résurgence de dynamiques historiques très anciennes, qui auraient été juste mises en sommeil pendant un temps. Bon, alors, comment ça marche, cette grille de lecture? En fait, elle nous demande de faire un truc assez simple au départ, changer de focale, de dézoomer. Oublions juste un instant le XXe siècle. Pour comprendre ce qui se passe maintenant, cette analyse nous dit qu'il faut regarder des siècles, et même des millénaires en arrière. C'est ça le concept clé, l'histoire longue. Et au cœur de cette théorie, il y a un concept qui est redéfini, celui d'ethnie. L'idée reçue, c'est souvent de dire que les ethnies sont une invention de la colonisation. Eh bien là, c'est tout le contraire. Elles sont présentées comme des réalités fondamentales, préexistantes, des structures sociales qui organiseraient la vie sur le continent depuis la nuit des temps. Ok, donc qu'est-ce qui fait tourner cette histoire longue? Selon cette analyse, il y a 3 grands moteurs. Primo, le climat. Imaginez des grands cycles de sécheresse qui forcent les populations à bouger. Deuxio, la géographie, tout simplement. Elle crée des obstacles ou au contraire des carrefours. Et tertio, la compétition. Une compétition constante entre les groupes pour l'accès aux ressources, à l'eau, à la terre. Maintenant, pour que ça devienne un peu plus concret, pour voir comment cette théorie s'applique sur le terrain, les documents nous proposent une étude de cas. Et cette étude de cas, c'est le Sahel. C'est vraiment là que ce modèle d'analyse prend tout son sens, d'après eux. Alors dans le Sahel, la source décrit une dynamique quasi éternelle, entre 2 grands groupes. D'un côté, au nord, on a les nordistes, des populations nomades comme les Touaregs, qui sont présentés comme des prédateurs. Leur mode de vie incluait les raids. Et de l'autre côté, au sud, les sudistes, des agriculteurs sédentaires qui, historiquement, étaient les proies et devaient payer un tribut pour avoir la paix. Et cette relation, ce rapport de force prédateur-proie, il aurait duré des siècles. Il aurait vraiment sculpté l'histoire de toute la région. Et là, c'est le point crucial de la théorie. L'arrivée des Européens à la fin du XIXe siècle, ce n'est vu que comme une parenthèse, une simple pause. Et une fois que cette parenthèse se referme, dans les années 60 avec les indépendances, eh bien, les vieilles tensions reprennent, comme si de rien n'était. Justement, parlons-en de cette fameuse parenthèse coloniale, parce que c'est probablement l'idée la plus clivante, la plus radicale de toute l'analyse. L'idée que la colonisation, cet événement immense, n'aurait été en fin de compte qu'une interruption. Pas un tournant, pas une rupture fondamentale, non, juste une pause dans l'histoire longue du continent. Pour bien comprendre, l'analyse utilise une métaphore, celle de la cocotte minute. Imaginez, avant les colons, les conflits, les tensions, ça bouillonne à l'intérieur. La colonisation arrive et clac, elle met un couvercle dessus. Elle gèle les conflits en place, elle les empêche de s'exprimer, mais elle ne les résout pas. Et au moment de la décolonisation, qu'est-ce qui se passe? Le couvercle saute. Sauf que maintenant, tout ça explose à l'intérieur de frontières qui n'existaient pas avant, les frontières des nouveaux États. Et il y a une citation dans les documents qui résume parfaitement ce paradoxe. Elle montre bien toute l'ambiguïté de cette vision. D'un côté, la colonisation est présentée comme une sorte de libération pour les peuples du Sud qui n'étaient plus victimes des raids. Mais en même temps, c'est vu comme l'erreur fondamentale d'avoir forcé des ennemis de longue date à vivre ensemble, dans un même cadre. Et c'est là, selon cette analyse, que le piège se referme. Ces frontières administratives deviennent des prisons de peuple. Pourquoi? Parce qu'avec l'indépendance, arrivent les élections. Et avec les élections, c'est la loi du nombre qui parle. C'est ce que la source appelle de façon assez parlante l'ethnomathématique. Et comme les peuples du Sud sont plus nombreux, ils prennent le pouvoir. Et là, pour la toute première fois de l'histoire, les anciennes proies se retrouvent en position de dominer leurs anciens prédateurs. C'est cette inversion, cette bascule brutale, qui est présentée comme la source des conflits modernes. Alors on a beaucoup parlé de conflits, de guerres, mais cette grille de lecture, elle ne s'arrête pas là. Les sources l'utilisent aussi pour expliquer d'autres types de crises. Des crises très modernes, comme par exemple l'effondrement de certains services publics ou les blocages politiques. Et à chaque fois, la conclusion est la même, on y retrouve les mêmes racines anciennes. Prenons un exemple très concret, la santé. L'analyse met en lumière l'effondrement des systèmes de santé après les indépendances, qui a entraîné ce qu'on appelle la fuite des cerveaux. Les chiffres donnés sont assez éloquents. On parle de centaines de médecins qui quittent chaque année un pays comme le Maroc ou de milliers de médecins tunisiens qui travaillent à l'étranger.
Pour la source, c'est un symptôme clair d'un État postcolonial qui tout simplement n'arrive plus à remplir ses fonctions de base. Et ça mène à une des affirmations les plus percutantes, pour ne pas dire provocatrices, des documents qu'on a étudiés. C'est écrit noir sur blanc. L'idée, c'est que sur ce plan très précis de la santé, la période coloniale aurait été factuellement plus efficace pour les populations que les décennies qui ont suivi. C'est une affirmation forte et qui est clairement assumée dans l'analyse. Et ce diagnostic d'un État qui ne fonctionne pas, on le retrouve aussi dans le domaine politique. Selon cette perspective, la politique dans beaucoup de pays africains ne serait qu'une sorte de façade, un théâtre moderne où, en coulisses, ce sont toujours les vieilles rivalités ethniques qui se jouent. Le Cameroun ou la Guinée, par exemple, sont cités pour illustrer ce phénomène. Alors, regardons le cas du Cameroun. C'est un bon exemple. Il y est décrit une sorte d'accord non dit, un accord tacite, pour répartir les postes les plus importants du pouvoir entre les grandes communautés du pays. On pourrait y voir une forme de sagesse, d'équilibre. Mais attention, l'interprétation de la source est très différente. Pour elle, ce n'est pas le signe d'une démocratie apaisée, c'est au contraire la preuve que le pays est en permanence sur le fil du rasoir, obligé de faire ça pour ne pas exploser à cause de ses divisions historiques. Bon, on arrive à la fin de cette analyse, et c'est vraiment important ici de remettre les choses en perspective. Ce qu'on vient de voir, ce n'est pas la vérité sur l'histoire de l'Afrique. C'est une grille de lecture, une théorie, une perspective particulière. Et il faut bien le dire, c'est une perspective qui est loin de faire l'unanimité, elle est même très contestée. Si on devait résumer en 4 points clés cette vision du monde, ça donnerait quoi ? 1. L'histoire longue, le temps profond, est plus importante que l'histoire récente. 2. Les conflits d'aujourd'hui sont juste la résurgence des conflits d'hier. 3. La colonisation n'a été qu'une parenthèse, une interruption. Et 4. Les crises actuelles, qu'elles soient politiques ou sociales, ne sont que les symptômes de ces très vieilles fractures qui se rouvrent. Il faut donc bien comprendre la nature de cette approche. C'est ce qu'on appelle une thèse révisionniste. Ça veut dire qu'elle va à l'encontre du consensus, du courant majoritaire dans la recherche universitaire. La plupart des historiens et des spécialistes, eux, mettent bien plus l'accent sur l'impact structurant de la colonisation ou sur les dynamiques économiques mondiales pour expliquer la situation d'aujourd'hui. Et tout ça, au final, ça nous ramène à une question qui est beaucoup plus large que cette seule théorie. Parce que, qu'on soit d'accord avec ou pas, ça nous rappelle une chose essentielle. La façon dont on comprend le passé, la lecture qu'on en fait, eh bien ça a un impact direct sur la façon dont on agit dans le présent. Alors la question finale, c'est peut-être ça. Quelle histoire choisit-on de se raconter pour imaginer l'avenir ? Et ça, bien sûr, c'est une question qui reste ouverte.